Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette table ronde où il sera question d'art, de politique, de diplomatie culturelle, de spoliation passée, aussi un petit peu de droit et peut-être en fond d'identité à laquelle peuvent contribuer les œuvres d'art. Je voudrais commencer par une phrase que vous avez déjà entendue, une phrase du chef de l'État Emmanuel Macron qui a été prononcée le 28 novembre 2017 à Ouagadougou. Il parlait alors des maux, MAUX, de l'Afrique, rappelant que le premier remède, c'est la culture. Dans ce domaine, je ne peux pas accepter, disait-il, qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Après cette déclaration d'intention forte, on a eu il y a 1 an tout juste le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy qui a donné un coup de booster au sujet et qui en même temps l'a peut-être bloqué un peu. Si bien qu'en fait, après 1 an, on n'a guère avancé et on remarque même que l'embarras a monté d'un cran autour de ce sujet qui est plus difficile qu'il n'y paraît et qui se complique chaque fois qu'on a envie de le creuser. C'est pourquoi, en fait, c'était un souhait de la rédaction du Monde Afrique, que je dirige, d'ouvrir à nouveau ce débat. Alors le Monde Afrique, vous le savez peut-être en tant que lecteur du journal, c'est cette partie Afrique du Monde. Vous le lisez à la fois lorsque vous lisez les articles dans le journal papier, mais aussi sur le site, une dizaine d'articles par jour, et un traitement tout spécifique de l'Afrique par rapport aux autres continents, avec une vingtaine de journalistes sur le terrain, une dizaine à Paris de reporters, parce que l'Afrique mérite, c'est vraiment là que les choses se passent, et ce débat en est la preuve aujourd'hui. Donc nous sommes fort intéressés à avancer et à essayer de contribuer à faire bouger les choses. C'est aussi un peu votre souhait, c'est le souhait de nos quatre personnes présentes ici, nos 4 experts présents ici aujourd'hui, et c'est votre souhait, Marie-Cécile Zinsou, vous qui êtes une entrepreneure franco-béninoise dans le domaine de l'art, vous qui avez créé à Cotonou en 2005 la Fondation Zinsou dédiée à l'art contemporain africain. Vous militez de longue date pour la restitution par la France des œuvres pillées pendant la colonisation, et ce, même si, vous le savez bien, les musées africains ne présentent pas aujourd'hui forcément toutes les garanties d'une bonne conservation du patrimoine. Je voudrais vous présenter aussi, tout à ma gauche, Samuel Sidibé. Alors vous avez dirigé le Musée national du Mali à Bamako, qui est le plus important musée d'Afrique subsaharienne, hors l'Afrique du Sud. Vous êtes historien de l'art, archéologue, très engagé dans la lutte contre le pillage et le trafic illicite du patrimoine, et aussi membre de la commission des acquisitions du musée Branly à Paris. Je vous présente aussi Didier Claes, tout à ma droite. Vous, après avoir passé votre enfance en Afrique, à Kinshasa, où votre père était chercheur pour le compte du musée, vous devenez très tôt collectionneur et vous vous faites rapidement un nom dans cet univers. Vous tenez aujourd'hui une des galeries les plus réputées à Bruxelles et vous êtes un acteur important du marché de l'art africain. Et je terminerai par Didier Rickner, agronome de formation, mais ça n'a pas grand-chose à voir aujourd'hui, mais aussi diplômé de l'École du Louvre et ancien élève de Sciences Po. Vous dirigez la Tribune de l'Art, qui est un magazine de presse en ligne qui raconte l'actualité, qui fait parfois un peu l'actualité de ce secteur, magazine essentiel. Et vous avez affiché à plusieurs reprises votre opposition à cette restitution. Et c'est à vous que je voudrais poser la première question, puisqu'on est là pour éclairer un petit peu ce qui se passe. Dites-nous, on a l'impression que ce débat, il est bloqué et qu'il ne se passe rien depuis 1 an. Comment est-ce que vous analysez cet immobilisme alors qu'on vient de réentendre la phrase du chef de l'État et sa volonté que les choses avancent? Merci de me donner la parole.
Je pourrais peut-être dire ensuite dans le débat que je ne suis pas opposé à toutes les coopérations possibles avec l'Afrique. Au contraire, c'est effectivement ces restitutions et ce terme même de restitution que je conteste. Alors pourquoi ça n'avance pas? Peut-être parce que le chef de l'État s'est très engagé, sans d'ailleurs en avoir forcément reçu le mandat, et a commandé un rapport que j'ai largement commenté, qu'on a largement commenté à M. Sarr et à Mme Savoie, et que maintenant, la plupart, c'est amusant parce que le rapport a été reçu de diverses manières, mais actuellement, même les personnes favorables, enfin certaines personnes favorables aux restitutions disent qu'ils ont été trop loin et que c'était un rapport totalement à charge, puisque effectivement, en gros, si on lit bien le rapport, la quasi-totalité des biens africains en France sont suspectés d'avoir été pillés, volés, et de manière illégale, et qui doivent, si les pays africains le demandent, retourner quasiment tous en Afrique. Alors je sais bien que si M. Sarr ou Mme Savoie, avec qui je n'ai jamais pu débattre, était là, il dirait le contraire. Mais c'est bien ce qui était dans ce rapport. Et je pense que l'excès du rapport a beaucoup nui finalement à cette cause, et que c'est probablement pour cela que M. Macron, qui a peut-être eu depuis aussi d'autres soucis avec les Gilets jaunes, avec sur le patrimoine avec la Sandine Notre-Dame, etc. Je pense qu'il y a beaucoup il est peut-être un peu débordé aussi, et que pour le moment, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Madame Zassou, prenez un micro si vous voulez. Quel est, votre regard sur le sujet et votre analyse à vous aussi? Pourquoi les choses n'ont-elles pas bougé plus vite? Est-ce que c'est le temps de l'art et voilà, c'est normal qu'il faille du temps? Comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bloqué pour longtemps ou est-ce que ça peut réémerger? Il reste 3 ans quand même. Il avait dit sous 5 ans, c'était il y a 2 ans, il en reste 3. Comment vous approchez ça? Alors, il me semble qu'aujourd'hui, il faut approcher le sujet de 2 manières. Là, vous venez de donner le point de vue français des choses, qui est de dire que le président de la République française a souhaité que les œuvres soient restituées. Il y a un débat en France sur le sujet, et on parle toujours du côté français. Après, ce qu'on peut peut-être faire un instant, c'est retourner la carte et réfléchir du côté des pays qui sont concernés par aujourd'hui les questions de restitution. Tout d'abord, quand Macron annonce en 2017 que les œuvres vont pouvoir être restituées dans un cadre qui n'est pas encore défini, enfin pour l'instant, en 2017, à Ouagadougou, il annonce que l'Afrique peut avoir un droit sur son histoire. Donc il y a cette première annonce qui est surprenante et qui est parce que ça n'a jamais été fait côté français. Et à ce moment-là, on dit mais c'est terrible parce que ça va créer, enfin c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Tous les pays africains vont demander la restitution. On va perdre tout notre patrimoine. Les musées français vont se vider. C'est la fin des grands musées universels. Il y a une chose, c'est que d'abord cette histoire autour de la restitution, ça émane d'une demande qui a été assez récente, celle du Bénin en juillet 2016, puis en septembre 2016, le Bénin demande la restitution de son patrimoine. François Hollande dit non, Jean-Marc Ayrault, par la voix de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, qui dit écoutez, le patrimoine français est inaliénable, ça va pas être possible. Et alors là, il faut voir aussi les choses côté béninois. Côté béninois, c'est une large déception, parce que ces œuvres, en fait, sont déjà venues. Elles sont déjà venues en 2006, quelques-unes d'entre elles. Le Quai Branly a fait un prêt, suivant la volonté du président Chirac, a fait un prêt d'œuvres vers le Bénin. Ces œuvres ont été présentées au Bénin, et chose étonnante, il y a quand même 275 000 personnes qui sont venues voir ces œuvres en 3 mois. Alors c'était aussi un peu une réponse à ce qui avait été dit jusque-là, que les Africains s'intéressaient pas trop à leur patrimoine, qu'il n'y avait pas de musée pour s'en occuper, que bon, toutes les choses que vous pouvez avoir entendues, ça. Ce qui est un petit peu différent en fait quand même dans ce qu'on a vu comme exemple. Et sur le temps, pardon, je me suis un peu éloignée, mais je reviens à votre question sur le temps long. Est-ce que le temps est long? D'abord, tout n'est pas dans le débat public. Il se passe des choses. Côté Bénin, comme je vous le disais, nous, on reçoit des gens. On reçoit des gens du ministère de la Culture, on reçoit des délégations par exemple, la direction des musées français vient du ministère de la Culture, est en train de travailler. On reçoit des gens régulièrement qui viennent de France et qui sont en train de faire les choses. Après, c'est pas le temps de l'art qui est long, c'est le temps législatif, parce que quand le président Macron dit « les œuvres retournent au Bénin », il recommence le 30 novembre 2018, il nous dit « 26 œuvres retournent vers le Bénin ». Ce qui est formidable, c'est accueilli avec un grand enthousiasme. Vous imaginez, de notre côté, c'est quand même quelque chose d'important, c'est extrêmement symbolique, c'est vraiment tout à fait essentiel.
Mais après, comment elles repartent, ces œuvres? Le patrimoine français est toujours inaliénable, donc il faut quand même trouver une solution juridique, et ça ne se fait pas en 5 minutes. Le président nous a pas dit ça, c'est pour ça qu'il a donné 5 ans. Donc aujourd'hui, le temps long, c'est un temps où il faut trouver des solutions juridiques, parce que le patrimoine français ne va pas du jour au lendemain ne plus être inaliénable. Il faut qu'on trouve des solutions juridiques, il faut qu'on trouve des solutions pratiques pour mettre en place sur le terrain, au Bénin, les capacités d'accueil. Donc en fait, il y a un temps qui n'est pas un temps de réseaux sociaux et d'actualité. Il y a un temps de travail, et ce temps-là, de toute façon, va durer encore quelques mois. Un temps d'autant moins de réseaux sociaux, comme vous dites, que récemment, le Bénin a dit, en fait, on n'est pas si pressé que ça, et il y avait une petite demande côté Bénin de retarder même un petit peu ces arrivées d'œuvres d'art, mais on en reparlera tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on reste sur ce côté public africain. Vous qui avez dirigé le musée à Bamako, le musée principal de Bamako, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette appétence? Pourquoi c'est aussi important? Et qu'est-ce que, au regard des collections du musée de Bamako, on peut dire des manques aujourd'hui qu'aurait le Mali en termes de possession d'œuvres d'art pour raconter son histoire? Je voudrais juste préciser que la question de la restitution n'est pas un débat nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une accélération de la problématique par la déclaration de M. Macron. Mais c'est un vieux débat. Je veux dire que c'est un débat qui a existé depuis toujours. Et l'est de la volonté, de l'envie, en tout cas des pays africains, d'être plus porteurs, d'avoir plus d'opportunités de présenter à leur public le patrimoine. Si vous regardez la plupart des musées africains aujourd'hui, effectivement, l'essentiel des collections qui leur permettraient donc de présenter leur histoire, leur culture n'est pas là. Je pense que ça, c'est une donnée fondamentale. Je pense que si on prend le problème par ce bout-là, je pense que la question de la restitution devient une question incontestable. Malgré que, effectivement, ça pose un ensemble de questions. Je pense que les musées africains et le musée du Mali que j'ai dirigé depuis longtemps, on voit très bien que si on veut parler de l'histoire du Mali, si on veut permettre à la population de s'approprier de sa culture, si on veut faire en sorte que la culture contribue véritablement au développement, il est important, effectivement, que la question de la restitution vienne comme un débat essentiel. Alors, aujourd'hui, avec la question telle que M. Macron l'a posée, évidemment, et le rapport Savoie, effectivement, on est dans une situation où on n'a pas su encore créer un environnement pour mettre en place les processus de restitution. Mais j'avoue que l'Afrique aujourd'hui a besoin effectivement de ce patrimoine qui est à l'étranger pour s'approprier son histoire et pour permettre aux institutions donc d'être plus efficaces en matière effectivement de prise de conscience de culturelle et en matière de prise de conscience donc de la place de la culture dans le développement. Merci. L'importance pour vous donc d'une présence de l'art dans les musées africains. Monsieur Claes, c'est à vous maintenant que je voudrais demander, parce que vous avez ce double regard de dire oui, l'Afrique a été spoliée, et en même temps, les musées européens, c'est la véritable vitrine aujourd'hui de l'art africain. Donc comment est-ce qu'on peut être à la fois sur ces deux positionnements qui peuvent apparaître contradictoires a priori? Tout d'abord, je reviens sur votre première question par rapport au temps qui est passé ces quelques mois, à vrai dire. Et moi, pour ma part, j'estime en tout cas qu'il y a eu une évolution, pour ma part, plutôt rapide, puisque comme l'a souligné Marie-Cécile, il faut revenir 2 ans plus tôt avec la demande officielle du Bénin, le refus du gouvernement de l'époque, et le point mort total, et puis évidemment le discours du président de la République à Ouagadougou. Et en quelques mois, les choses ont terriblement évolué, au moins dans les mentalités. Et je pense que le rapport Sarr-Savoie, qui évidemment a été très fort critiqué, est un rapport qui a été d'abord, je pense, a été trop investigué dans trop peu de temps, je pense, en moins de 6 mois, mais il a permis au moins d'avoir une certaine base, et sur laquelle on a pu travailler. Je pense que ce rapport restera de toutes les façons historique, quoi qu'il en soit, autant pour les pro-restitution ou les anti-restitutions.
De notre côté, le président de la République, évidemment, a promis ces restitutions de ces 27 pièces. Je pense qu'il y a une loi qui va être de déclassement qui va être proposée à ce sujet. Il y a une proposition, je pense, qui a été décidée de la construction d'un nouveau musée à Cotonou. Mais je pense que le seul problème, enfin un des problèmes qui pour moi, je tiens d'abord à mettre en avant, c'est cette façon de parler de l'Afrique à chaque fois. Hein, et en revenant encore sur le président Macron à Ouaga, parle de restituer à l'Afrique. Et on sait que l'Afrique est plurielle. Et l'Afrique de Bamako n'est pas celle de Kinshasa, n'est pas celle de Cotonou, tellement que son histoire est différente de son passé colonial et son passé historique. Donc, c'est très compliqué pour moi, j'ai très difficile à pouvoir parler de l'Afrique en un seul nom. À côté de ça, évidemment, quand le rapport Savoy préconise tout ce qu'elle a préconisé dans son rapport, on a l'impression qu'elle préconise le vide de tous les musées occidentaux. Mais je pense que ça a été évidemment très mal compris à ce niveau-là. Je pense que personne, ni dans la communauté occidentale, ni africaine, ni panafricaniste, ne veut voir les musées occidentaux se vider. Je pense que cela est quelque chose d'infaisable et d'inimaginable. Aussi pour la communauté africaine que je fréquente énormément en Afrique et en Occident, ne veut pas voir cela se produire. Mais elle doit autant avoir accès à son patrimoine sur le continent, mais aussi avoir accès à son patrimoine en Occident. Donc je pense que avoir dans les musées occidentaux la représentation de sa civilisation est une fierté pour tous ces peuples. Donc je pense que personne ne puisse imaginer cela se produire. À côté de ça, évidemment que je me mets à la place des protagonistes de la restitution, mais il faut voir aussi, comme le disait Marie-Cécile Zinsou, le problème de l'Afrique. Et en Afrique aujourd'hui, il y a une réalité. Et la réalité en Afrique aujourd'hui, c'est que la plupart des Africains, en tout cas, n'ont pas réellement, ne sont réellement pas positionnés sur la restitution. Alors, le Bénin est le seul pays à avoir fait une demande officielle à ce jour, je pense. En Belgique, avec le Congo, le président de la République du Congo a fait une allocution sur laquelle il disait qu'il ne demanderait pas de restitution sur les objets. À côté de ça, vous avez des mouvements panafricanistes qui, eux, réclament restitution. Donc aussi, il y a ce problème de légitimité. Qui est légitime aujourd'hui de réclamer des restitutions? Est-ce uniquement les États indépendants des pays venant d'Afrique, ou alors les mouvements panafricanistes qui sont présents sur le continent, en Occident? Donc il y a tout ce problème qui se pose, à savoir qui est vraiment légitime de réclamer des restitutions, qui ne l'est pas. Alors déjà, ça c'est un petit problème, évidemment. Après, évidemment, on arrivera au problème de savoir les conservations de ces objets en Afrique. Est-ce vraiment la priorité ou pas? Ou il faut d'abord imaginer, décider sur les restitutions, et après, comment on peut protéger ces objets en Afrique. Donc, le débat est tellement divers que c'est très difficile de se prononcer de manière vraiment catégorique. Alors, Didier Rickner, est-ce que, vous avez entendu Didier Claes, est-ce que votre position à vous, c'est cette crainte de voir les musées nationaux français perdre une partie de leur collection? Et puis, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette inaliénabilité des collections. Est-ce qu'on n'est pas plutôt face à un patrimoine mondial dans tout ça? Donc, qu'est-ce qui coince? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ces sujets-là? Alors, on peut dépasser certainement ces sujets-là si on peut parler de solutions pour que les pays africains puissent voir leurs collections, les voir vraiment, les voir même en permanence. Les voir ou les avoir? Les voir avec des prêts, avec des organisations d'exposition qui peuvent être en permanence, c'est-à-dire qu'on peut faire des expositions en permanence dans des musées qui seraient construits. Ce qu'il faut voir, c'est l'inaliénabilité des collections. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en France, qui remonte en fait au XVIe siècle. Alors, avec plus ou moins une inscription dans la loi, l'inscription dans la loi formelle était plutôt dans la loi Musée 80, mais c'est quelque chose qui existe depuis les rois de France. C'était pourquoi? Pour dire le patrimoine royal à l'époque, et puis ensuite des musées, il appartient à tout le monde, à tous les Français, il est visible par tout le monde, il est d'une manière certaine universelle, tout le monde peut venir les voir. Et le roi, mais aussi le président de la République, surtout un président de la République élu pour 5 ans, n'a pas le pouvoir de le vendre, de le donner, de le rendre, entre guillemets. Donc, quand on entend un président de la République dire cela, ça pose tout de même un problème. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire une loi, on l'a déjà plus ou moins fait pour une ou deux œuvres, on peut faire une loi
mais on peut se poser la question de savoir si c'est une inaliénabilité, même moi j'ai du mal à le dire. Même vous. Cette inaliénabilité, si elle existe, elle ne doit pas pouvoir être remise en question, puisque finalement c'est inaliénable. Bon. Maintenant, ce qui me gêne dans tout ce débat, dans tous ces débats, c'est que depuis un certain temps, depuis que je m'occupe de cela et depuis que j'en parle, je n'arrive pas à comprendre, je comprends un peu les arguments des pro-restitution, mais ils ne répondent pas à un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont, par exemple, on ne sait pas si on se place des fois, ça arrive, hein, je suis d'après, mais ça arrive souvent sur le plan de, entre guillemets, la repentance, du crime, je ne suis pas là pour défendre la colonisation, hein, c'est historique, et je ne suis pas favorable à la colonisation, je vous rassure. Mais simplement, on parle de repentance, de crime, etc. Et on prend l'exemple du Bénin. L'exemple du Bénin est un très bon exemple, c'est l'ancien royaume du Dahomey. On parle du Béanzin, du roi Béanzin, comme si c'était un petit roi massacré par les Français, etc. Mais c'est pas du tout ça. Regardez, lisez l'histoire qui a été publiée par l'UNESCO, c'est des livres qui existent, hein, qui ne sont pas du tout discutables. Béanzin, c'est un grand roi. C'est un grand roi. C'est un roi qui, je suis désolé de le dire, est un roi comme ses ancêtres, comme son père Guézo, comme Glélé, son grand-père. Ce sont des rois esclavagistes qui tenaient une population d'esclavage. Glélé était avec un Chacha, qui était un Portugais, son surnom c'était Chacha, qui faisait du trafic d'esclaves avec le Brésil. Donc, c'est de l'histoire, je ne suis pas là pour juger, simplement qu'on ne mette pas les mauvais toujours du même côté. Il faut savoir que quand le colonel Dodds, qui est arrivé pour cette expédition, qui concernait un conflit avec Porto Novo sur le protectorat de Porto Novo, qui est plus à l'ouest sur la côte. Quand il est arrivé, il a libéré les esclaves Yoruba d'une population qui avait été mise en esclavage par Guézo, que dans la ville de Kétou, qui est une ville Yoruba, actuellement en 94, on a inauguré la place de la libération de Kétou, du centenaire de la libération de Kétou. Par qui? Par les Français, du roi Béanzin. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que si c'est sur ce sujet de la repentance, du bien, du mal, etc., c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit. Si c'est sur ce sujet d'avoir pris des prises de guerre, des pillages, etc., indéniablement, il y a eu, dans ce cas-là, des prises de guerre. Mais il faut savoir qu'en 1892, tout cela était absolument légal. Même si on voit puisque les lois sont postérieures. Tout à fait. Je suis, par exemple, absolument et à 100% pour tout le pillage actuel qui peut avoir lieu depuis notamment les années 70. Il y a des lois et il faut absolument se préoccuper de cela. On dit aussi, c'est parce que 90%, alors des fois on entend 85, 90, 95%, pourquoi pas 100% du patrimoine africain est en Europe. Mais de quel patrimoine parle-t-on? Moi je m'intéresse au patrimoine, je pense au patrimoine des musées. Alors ça, le patrimoine des musées, il y a certainement une grande partie qui est en Europe. Il y a le patrimoine archéologique. Actuellement, il y a des articles encore dans la presse récemment, le patrimoine archéologique du Bénin est absolument massacré parce que dans les études d'impact, il n'y a aucune étude archéologique. Et il y a beaucoup de pays africains où il y a de l'archéologie qui pourrait être fouillée de manière bien plus... et on pourrait trouver des objets pour les musées d'ailleurs. Le patrimoine construit, immobilier, historique, qui n'est pas plus pris en compte. Le patrimoine contemporain, alors Madame Zinsou, effectivement, a une fondation art contemporain. Il y a 1 ou 2 collectionneurs d'art contemporain, mais même les artistes contemporains disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas vraiment bien traités, parce qu'il y a des grands musées d'art contemporain, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, à ma connaissance. Il y a tout un patrimoine ethnologique, avec par exemple au Nigeria des mascarades, des masques, donc des masques qui sont faits aujourd'hui comme ils étaient faits au 19e siècle ou au 20e siècle quand on les recueillait dans les musées. Est-ce qu'ils sont récoltés ces masques? À ma connaissance, ils ne le sont pas. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très facile de s'attaquer aux Européens et aux musées européens qui ont, dans bien des cas d'ailleurs, mais c'est un autre problème, mais c'est aussi vrai, récupéré des œuvres qui auraient été détruites. D'ailleurs, les 26 œuvres, elles ont été sauvées de l'incendie allumé par Béanzin dans le palais. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Les 26 œuvres que demande les le Bénin 26 œuvres en retour. que le président de la République a dit qu'on allait rendre intégralement, ces 26 œuvres, cette collection. Voilà. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qu'on nous lance des arguments, enfin en gros on est les méchants, on est contre la réparation, on est contre le fait que... Non, pas du tout. Simplement regardons l'histoire telle qu'elle est et travaillons avec cette histoire-là pour, pourquoi pas, et au contraire, on y est favorable, travailler avec les musées africains pour organiser, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres dans les musées français, dans les musées européens, qu'on puisse organiser régulièrement des expositions, mais régulièrement, en permanence, des expositions qui tournent, et montrer le patrimoine africain, il n'y a pas de problème. Alors,
Vous êtes montré sur de la circulation du patrimoine, mais il se pose tout de même la question de la propriété de ce patrimoine. Pouvez-vous donner le micro à votre voisin et ensuite on reviendra sur le Bénin, sur cette importance de propriété. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel? Est-ce que la circulation suffirait? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la circulation dans ce cas-là? Est-ce qu'on ne doit pas faire aussi en sorte que des œuvres françaises soient visibles en Afrique? On en est où? Qu'est-ce que c'est le souhait si on se place aussi du côté du visiteur et du côté du public africain? Oui, permettez-moi de dire quelque chose sur les arguments de M. Ricoeur. Ce sont des arguments qui sont connus, hein. Moi, j'ai longuement travaillé sur la question donc, de la restitution et du pillage. Je dois dire également que l'émergence de la question donc de la restitution n'est pas d'abord une question politique. C'est une question des professionnels. Je pense qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, avec effectivement l'émergence de responsables de musées, d'institutions professionnelles en Afrique, la question donc de la lutte contre le trafic illicite, la lutte contre le pillage et la question de la restitution est devenue une question centrale. Donc, ce n'est pas d'abord une question politique, mais une question historique. Donc, les arguments que vous employez pour justifier donc votre refus de la restitution sont des arguments que l'on connaît. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de professionnels, y compris en France aujourd'hui, qui ne comprennent pas cette nécessité. Je rencontre plein de responsables de musées européens, Quai Branly, aux Pays-Bas, etc. Aujourd'hui, tout le monde comprend cette nécessité. Alors, évidemment, la question, c'est comment on pose le problème. Et je pense que le grand débat qu'il y a aujourd'hui, c'est d'imaginer le cadre, qui peut être un cadre juridique, qui peut être un cadre institutionnel. Imaginez le cadre pour qu'effectivement ces restitutions soient possibles. Est-ce qu'il s'agit d'un processus court et un processus long? Mais il est évident aujourd'hui que personne n'ose aujourd'hui mettre en question la question de la légitimité donc de la restitution du patrimoine à l'Afrique. Alors, sur la question de la propriété, je pense que moi, personnellement, en tant que directeur de musée, j'ai été pendant 30 ans, je pense que lorsque vous êtes directeur de musée, vous gérez une collection. Vous gérez une collection et vous êtes propriétaire de cette collection, pas en tant qu'individu, mais en tant que représentant d'une institution, vous êtes propriétaire de cette collection et cette propriété vous rend responsable de cette collection. Donc, la notion de propriété, ou peut-être la notion de détenteur, renvoie pour moi à une question de responsabilité. Et donc, je pense qu'il est important que les collections restent effectivement dans la question de responsabilité. Alors, moi, je ne suis pas sûr que la question de la circulation des œuvres doit résoudre la question de la propriété. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans ce processus de circulation des œuvres et ce n'est pas normal que les musées africains aient été exclus pendant très longtemps donc du réseau international des musées qui permet la circulation. En tant que directeur du musée national, j'ai travaillé avec le Quai Branly pour faire que certaines expositions du Quai Branly soient présentées à Bamako. Ça s'est passé dans très bonnes conditions. Et je pense que ça, c'est déjà aussi une alternative possible donc à la question de la restitution. Mais elle ne réduit pas la question de la restitution. Elle ne peut pas poser la question de la circulation ne peut pas éliminer la question de la restitution qui, de mon point de vue, reste une question essentielle. Alors, sur le Bénin, avant de vous redonner la parole, vous avez eu ce retour pour une exposition, donc vous avez testé cette circulation. Pourquoi est-ce que vous êtes en faveur d'une restitution, donc de la propriété? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, et je crois savoir que vous êtes une militante du sujet, de ce concept de patrimoine universel? Quand les œuvres sont revenues en 2006, on a eu un livre d'or qui est d'ailleurs que j'ai publié sur les réseaux sociaux pour que les gens voient les réactions. La réaction, c'était merci. Merci de nous donner accès à notre histoire. Merci de nous rendre notre patrimoine. Merci de nous permettre de savoir ce qui s'est passé avant. Deuxième réaction, dans les mêmes mots, et c'était systématiquement les mêmes messages. Pourquoi est-ce que ça repart en France? Question toute bête. Ça vient de chez nous, c'est notre histoire, c'est la première fois qu'on la voit depuis 120 ans. Pourquoi est-ce que ça repart en France? Qui est une question que je me pose depuis lors. Pourquoi est-ce que ces œuvres doivent repartir?
on parle de ce que, quand le président Macron dit que 26 ou 27 œuvres vont revenir, on parle de 26 ou 27 œuvres sur un patrimoine de 400 000 en France. Alors, 400 000 œuvres au Quai Branly, c'est pas 400 000 œuvres qui viennent des palais royaux du Dahomey, mais quand on parle du Dahomey, on est entre 4 000, 5 000 œuvres. Donc, si on en prend 26, c'est vrai que normalement, ou 27, ça va pas être la fin du monde. Ça permet au Bénin de montrer son patrimoine. Ça permet à la France de valoriser le patrimoine du Dahomey et le mettre dans ses musées universels. Et donc, ça reste quelque chose d'assez équilibré et ça grandit plutôt la France de se dire qu'elle est capable de regarder son histoire et d'aller dans la direction que le président Macron a suggérée, en se disant que ça n'appauvrit à aucun moment la France de permettre aux jeunes générations africaines d'avoir accès avec leur patrimoine. Et ça, c'est quand même tout à fait essentiel. Et donc, pourquoi ces œuvres repartent? Pourquoi est-ce que ces œuvres ne sont pas partagées de façon un peu plus équitable? La question se pose. Et quant à la question de la propriété, de fait, elle est dahoméenne. Ces œuvres sont dahoméennes. C'est les œuvres du Palais Royal d'Abomey, les portes du Palais Royal des Palais Royaux d'Abomey que vous pouvez voir au musée du Quai Branly. De fait, elles sont de chez nous. La question ne se pose pas. Après, sur un cartel, on peut marquer ce qu'on veut, on peut les mettre où on veut. C'est les portes de notre palais, c'est le trône de notre roi et c'est les récades. C'est tout, c'est notre patrimoine. Au départ, quand les œuvres ont été montrées, moi j'avais essayé de militer pour l'idée d'un patrimoine universel et de dire si la France refuse de rendre, sous prétexte que c'est inaliénable, elle pourrait rendre à une espèce de patrimoine plus élevé qui serait le patrimoine mondial. Et dire la France, ok, conserve temporairement les œuvres dans un patrimoine qui serait celui de l'humanité, reconnu comme celui de l'humanité. Et pas forcément en nous imposant systématiquement le fait que la guerre coloniale, c'est l'histoire, voilà, machin, mais que les gagnants sont les gagnants, qu'on est privé de notre patrimoine et que c'est comme ça parce qu'on a perdu la guerre il y a 120 ans. Et ça, je suis pas sûre que ce soit très juste pour les générations qui viennent. Donc, c'est en question. Ce qui est en question, c'est aussi comment on entend l'histoire, mais on a entendu les deux arguments. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants d'un côté ou de l'autre. Peut-être que ces portes ont été sauvées aussi par ce général Dodds, on ne sait pas. Et c'est vrai que ce sujet est compliqué et que parfois, celui qui s'est accaparé les œuvres les a sauvées en même temps, ce qui ne réduit pas le débat à ce thème-là. On repasse quand même, juste avant vous, la parole à Didier Claes sur cette idée aussi d'un marché de l'art. Il y a aujourd'hui un marché de l'art qui existe, alors qui n'est pas concerné, puisque les œuvres privées ne sont pas concernées par les restitutions, mais si on ne développe pas ces restitutions vers l'Afrique, qui va s'emparer alors pas de ce qui est dans les musées bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut avancer vers un marché de l'art africain? Comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience de façon plus claire, vous qui avez grandi dans le musée de Kinshasa, si je puis dire, comment on avance vers tout ça pour que cette prise de conscience, elle évolue encore en Afrique? Tout d'abord, c'est vrai qu'au niveau des restitutions, ce qui est un peu dérangeant, c'est le fait qu'il y a eu un problème d'ouverture de débat aussi. Hein, parce qu'on avait l'impression que, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique demande une restitution, enfin, ils se sont réveillés, qu'est-ce qui se passe? Ça a tout de suite gêné. Donc, je pense que dans la restitution, c'est vraiment le débat qui est le plus important et l'ouverture d'esprit. Donc ça, je tenais à le signaler. Au niveau du marché de l'art, ce n'est pas vrai puisque le marché de l'art a été secoué quand même, parce que dans la déclaration, encore une fois, de Ouagadougou, le président de la République parlait de la confiscation du patrimoine par le domaine public, mais aussi par le domaine privé. Bon, cela, évidemment, a créé une onde de choc dans le marché, vous pouvez l'imaginer, même si juridiquement, on ne pouvait pas concevoir ou imaginer comment serait-il possible de pouvoir attaquer le marché du privé. Mais il y a eu quand même des conséquences, il faut le dire, sur le marché, et il a été bien secoué. Les choses se sont évidemment beaucoup plus calmées depuis un moment, surtout suite aux dernières déclarations du ministre de la Culture qui rassurait le marché de l'art. À côté de ça, pour pouvoir avoir, donc ça c'est une de mes ambitions, de créer un marché d'art d'Afrique en Afrique, on ne peut pas l'imaginer sans évidemment avoir des institutions fortes. Ça, c'est une certitude. Pour avoir un marché, il faut des institutions, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, je suis pour les institutions fortes, et pour que ces institutions se renforcent, il faut évidemment que leur collection soit enrichie. Donc, on l'a précisé, en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs villes, plusieurs pays qui ont des musées importants avec des grandes collections, le musée de Bamako, le musée d'Abidjan, le musée de Kinshasa, qui ont des dizaines de milliers d'œuvres, mais qui sont souvent en manque de certaines pièces importantes. Le Bénin,
enfin, où je me suis rendu plusieurs fois, la conférence à laquelle j'ai participé, donc du rapport entre SAR et Savoie, parle justement d'enrichissement aussi de ce patrimoine. Les œuvres qui sont réclamées par le Bénin sont des œuvres importantes de leur patrimoine. Je ne pense, ils ne réclament pas toutes les 5000 œuvres, ils ne réclament pas toutes les récades, ils réclament certains objets qui sont vraiment des pièces importantes de leur histoire. Tout comme l'Égypte réclamerait le buste de Nefertiti ou voilà, ou les frises du Parthénon par la Grèce. Pour revenir encore sur le pourcentage dont on parlait d'ailleurs vers l'Afrique, quand on dit 85, 90%, 95%, c'est une manière au fait de ne pas dire tout le patrimoine. Et encore une fois, quand on parle de l'Afrique, sans vouloir parler de l'Afrique en un seul nom, la majorité, la toute grande majorité, sans donner de chiffre, du patrimoine évidemment africain est en dehors de son continent. Et c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à un moment donné, il faut juste se poser la question de ne pas savoir ce qui a été pillé, ce qui n'a pas été pillé, parce qu'on est, entre parenthèses, on est tous conscients que le patrimoine africain n'a pas été tout à fait pillé. Il y a évidemment des choses qu'on doit reconnaître, il y a des prises de guerre, il y a des pillages, mais il y a aussi l'abandon des croyances, il y a l'arrivée du christianisme. Donc tous ces objets, évidemment, auraient pu ou ne pas être détruits, peu importe, mais en tout cas, on sait qu'il y a la grande majorité des objets sont arrivés d'une manière plutôt, entre guillemets, honnête en Occident, sur le marché et dans les institutions publiques. Mais on ne doit pas omettre de reconnaître qu'il y a certains objets qui sont issus d'un pillage. Et c'est ces objets-là qui peuvent poser problème. Mais encore une fois, pour revenir sur le marché, pour avoir un marché fort, évidemment, il faut des institutions fortes. Et donc, moi, je suis disons un défendeur de l'idée de l'accès au patrimoine, autant évidemment par l'Afrique que par l'Occident. Mais je pense qu'on doit essayer de sortir de toujours cette même, je dirais, rengaine de l'histoire par rapport au colonialisme et vraiment aller pour l'amour de l'art et l'amour des objets. Et que finalement, que cette universalité soit accessible en Occident, mais aussi en Afrique. Alors, l'amour de l'art et des objets, c'est aussi ce qui vous anime, Didier Rickner, et c'est bien tout ce qui complique notre débat. Mais vous vouliez ajouter Je voulais un peu répondre à 2-3 choses que j'ai entendues à M. Sidibé d'ailleurs. D'abord, qui a dit que c'était très largement partagé en France par les conservateurs du musée. On ne connaît pas les mêmes conservateurs du musée parce que pour moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a cette question de l'inaliénabilité et du fait qu'on aime ou non pas le terme de la boîte de Pandore, du fait que si on commence, pourquoi pas l'Égypte, pourquoi pas la Chine, bref. Deuxièmement, vous avez peur qu'on vide nos musées? Vider, mais non, il y aura toujours beaucoup de collections dans les musées, bien entendu. Vider, on n'a jamais employé le terme vider, moi je n'emploie pas vider. Qu'il y ait beaucoup de collections qui partent, oui, effectivement, j'ai assez peur de cela. Deuxièmement, vous parlez, je pense que vous faites, alors je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais vous parlez de pillage archéologique, de pillage récent, bien sûr le trafic des biens culturels, bien sûr le trafic des biens culturels, celui dont je vous parlais, c'est-à-dire celui depuis qu'il y a des lois qui régissent cela et qu'il y a une conscience de cela, bien sûr qu'il faut le combattre absolument. Mais là, on parle d'objets qui sont venus ici au 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc, c'est deux choses différentes. Quand vous parlez, Madame Zinsou, de 26 œuvres, que ce n'est pas vidé le Quai Branly parce qu'il y a 400 000 œuvres, bien entendu, 26 sur 400 000, c'est tout à fait ridicule. Sauf que ces 26 œuvres, ce sont toutes les œuvres comparables qui ont été prises dans le palais d'Abomey. Et donc, une fois qu'elles seront parties, il n'y aura plus aucune représentation de ces œuvres-là. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est l'intégralité des œuvres. Monsieur Claes, vous dites que le marché n'est pas concerné parce qu'on ne voit pas très bien comment. Il est quand même très paradoxal qu'en France, où les collections publiques sont inaliénables et où les collections privées ne sont pas inaliénables, il peut très bien y avoir on peut bien considérer que ça a été pillé, ce sont les musées qui sont attaqués. Donc les collections privées sont plus fragiles que les musées, je pense, en France, du point de vue légal. Donc il est évident, et si vous avez dit d'ailleurs qu'il y avait des conséquences sur le marché, c'est évident qu'il y a des conséquences sur le marché et qu'il y en aura. Elles se sont calmées, pourquoi? Parce que depuis effectivement 1 an ou 2, ça s'est un petit peu calmé, mais ça reviendra très, très rapidement, surtout si effectivement 26 œuvres sont envoyées, qu'on va déclasser je ne sais pas comment, parce qu'effectivement ce n'est pas simple de déclasser 26 œuvres comme celle-ci. Normalement, il y a une procédure de déclassement qui est possible, mais il faut que la commission de déclassement, dont je ne pense pas qu'elle donnera son accord, donc il va y avoir une loi, on peut toujours faire une loi d'exception, etc. C'est toujours possible. Monsieur Macron aime beaucoup les lois d'exception, il n'est pas du tout exclu qu'il le fasse. Donc ce que je veux dire, et je voudrais conclure juste cela, en disant oui, bien sûr, ce sont les œuvres d'art. Et encore une fois, les œuvres d'art, ce n'est pas uniquement la possession, c'est aussi le prêt, la circulation, pour lesquels, encore une fois, on pourrait réfléchir à cela. Mais moi, je me rappelle d'un débat sur Africa 24, il y a 1 an, où j'étais face à 2 personnes, 2 Béninois,
Et à un moment donné, j'ai dit ça, effectivement, on peut très bien envisager des coopérations, aider à la construction du musée. Mieux, je reviendrai à ça après, mais on peut faire ça et faire des prêts. Et on dit, vous n'allez pas nous prêter ce qui nous appartient. Donc si on part sur cette base-là, il n'y a pas de choses possibles. Il y a une chose aussi qui est possible. On nous a dit récemment, le président Chirac, il a restitué Alger, excusez-moi, le nom m'échappe. Bon, il a une pièce appartenant à l'Algérie. Avec un prêt voilà. sans fin. Non, pas du tout. En fait, on a lu que ça avait été restitué, que c'était la fin de l'inaliénabilité, etc. Pas du tout. C'est l'État français, c'est la France, c'est le gouvernement qui l'a acheté sur le marché et qui l'a donné. Et voilà des solutions qui, moi, me paraissent convenables. Plutôt que de parfois donner de l'argent à fond perdu, achetons des œuvres et donnons-les à des musées qui le souhaiteraient. Je crois qu'il y a des marchands. Récemment, il y a eu une affaire absolument surréaliste qui s'est passée, une vente d'objets béninois. Donc, il y a eu une espèce de protestation. Le Bénin a demandé est-ce qu'il pouvait préempter ces objets. On lui a dit non, le Bénin ne peut pas préempter ces objets. En vente publique, c'est l'État français qui peut préempter, pas le Bénin. Alors, donc le ministre de la Culture a dit on va retirer les objets. Légalement, ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont fait pression sur le commissaire-priseur. Qui finalement a dit écoutez, le Bénin veut l'acheter, on va leur proposer, je crois que c'était une somme comme 25 000 € ou 30 000 €, enfin une somme assez faible. Le Bénin, non, c'est beaucoup trop cher. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'était qu'un groupe de marchands, je ne sais pas si M. Claes en faisait partie, mais peut-être, voulait l'acheter pour le donner à un musée privé au Bénin. Voilà le genre de choses qu'il faut encourager. Et c'était absolument ridicule de se scandaliser de la vente des objets béninois qui devaient être achetés pour être donnés au Bénin. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire, que l'on doit faire, ça ne me choquerait pas du tout. Mais s'attaquer aux collections des musées privés, des musées publics français, ça me choque. Alors, par exemple, si vous parlez de circulation, est-ce qu'on peut concevoir qu'on prête la Joconde et qu'on aille la voir, que les publics africains puissent la voir? Ça marche dans tous les sens. Alors, si on est bien sur entendu, alors ne parlons pas de la Joconde qui normalement, et je peux vous dire pour avoir vu ou un autre tableau, je veux dire quelque chose de symbolique. Mais je ferai remarquer qu'il n'y a absolument aucune demande, je pense, pour avoir. Il y a même. Ce qui me gêne aussi beaucoup là-dedans, c'est que c'est le Bénin, les places béninoises, au Sénégal, le Sénégal. C'est chaque pays qui veut les pièces de son pays, mais jamais une question une seule seconde. Je ne pense pas qu'il y ait en Afrique de collectionneurs de pièces italiennes, françaises, etc., ou de musées qu'on pourrait créer avec des pièces qui seraient achetées sur le marché, bien entendu. Mais si un musée avec des conditions comme certainement votre musée, parce que je pense que c'est un des plus importants musées en Afrique, je n'ai entendu que le bien, je ne le connais pas malheureusement, mais si votre musée voulait faire une exposition sur des dessins, sur des tableaux de la Renaissance, pourquoi pas les prêter? Bien sûr, il est normal que les musées coopèrent. Jamais il n'a été question du contraire. Et pour terminer, après je vous laisserai, je remarque quand même que parmi toutes les questions auxquelles je n'ai pas de réponse, et nous n'avons pas de réponse, eh bien, malgré que je sois avec 3 personnes qui soient plutôt en faveur avec des degrés différents des restitutions, j'ai toujours pas de réponse à ces questions importantes, alors que dès qu'on interroge tout le monde dans la presse, la repentance, c'est affreux, crime contre l'humanité, etc. Ces questions-là, ou alors 90%, vous en avez parlé, mais vous avez parlé des objets de musée, et je ne conteste pas le chiffre de 90%, même si je ne sais pas d'où il vient. Il y a certainement beaucoup d'objets de musée, mais il y a tout le reste du patrimoine dont les pays africains, souvent, ne se préoccupent pas suffisamment, au dire des Africains eux-mêmes. Alors, sur le nombre, justement, vous avez un regard, vous, sur les objets qui sont nécessaires à raconter l'histoire, et non pas, c'est pas tout à fait la même approche que Monsieur Rickner, Monsieur Sidibé. Le nombre, finalement, il importe peu. Je pense que ce dont il s'agit, c'est le constat que les musées africains aujourd'hui n'ont pas les collections suffisantes pour parler de leur histoire. C'est ça la question. Oui, mais quand vous dites ça, en creux, ça veut dire qu'est-ce qui serait nécessaire pour raconter cette histoire? Par exemple, je pense au Mali et je pense au musée que vous avez dirigé pendant des années. Écoutez, lorsque vous voulez faire une exposition, par exemple, sur le 19e siècle, l'histoire du 19e siècle au Mali, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a, début du 19e siècle, début 20e, vous vous rendez parfaitement compte qu'il y a plein d'œuvres aujourd'hui que vous n'avez pas et qui sont dans les musées français à la suite effectivement de l'histoire coloniale. Je pense que ces œuvres-là sont nécessaires. Si je prends par exemple donc
les bijoux de Sékou Amadou qui ont été donc pris à Ségou lors de la conquête coloniale. Ce sont des œuvres qui sont extrêmement importantes. Si vous en parlez aujourd'hui au Mali, ce sont des œuvres qui sont extrêmement importantes pour le Mali. Mais je ne veux pas me focaliser sur un exemple particulier. Ce que je veux dire, c'est que il y a, de mon point de vue, et je pense que toute la question du processus à mettre en place reste effectivement une question essentielle, mais il y a, de mon point de vue, une légitimité incontestable de réfléchir à cette question de la restitution. Et je pense que c'est ce que Macron a voulu dire. Dire que les musées africains ou les États africains ne s'occupent pas de leur patrimoine d'aujourd'hui, c'est une question. Vous faites un constat, mais je pense effectivement qu'ils essaient de le faire avec les moyens qu'ils ont. Mais moi, en tant que conservateur, en tant que responsable d'un musée, je suis parfaitement intéressé à la possibilité que des œuvres qui sont dans des musées européens puissent effectivement être présentées à Bamako. Dans un premier temps, c'est là que je parle de processus, dans un premier temps, à travers effectivement des politiques d'échange, etc., mais pourquoi pas, dans l'avenir, imaginer effectivement que ces œuvres puissent effectivement rester plus longtemps et peut-être à terme appartenir donc aux collections de musées nationaux. Je pense que vous imaginez un peu un instant que la France ou la Belgique ou n'importe quel pays se retrouve dans la situation du Mali ou des États africains, ou par les faits de l'histoire, ou par le fait de l'économie, parce que c'est quand même ça aussi la question. Pourquoi aujourd'hui une partie importante du patrimoine africain se trouve en France? C'est à cause effectivement, de l'histoire, mais aussi à cause de la situation économique. Je ne connais pas d'exemple historique où effectivement il y a un pays qui était complètement vidé. Je ne connais pas. Donc, je pense que je ne parle pas de réparation. Ce n'est pas la question. Pour moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un homme, effectivement, du patrimoine. Et je considère qu'aujourd'hui, si effectivement les gens considèrent que la culture peut jouer un rôle important dans le développement des sociétés, je pense aujourd'hui qu'il y a nécessité de réfléchir à ce que cela puisse se faire. Et quand je disais qu'il y a plein de responsables de musées qui aujourd'hui trouvent cette question légitime, moi j'en parle avec beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui chacun est confronté à la démarche à mettre en place. Et la démarche à mettre en place, je pense aujourd'hui que c'est une démarche de coopération, vous en avez parlé, c'est une démarche d'échange dans un premier temps, mais c'est aussi une démarche qui, à terme, doit aboutir effectivement à ce que les collections des musées africains soient des collections plus riches qu'elles ne le sont aujourd'hui. Merci, Monsieur Sidibé. Madame Zinsou, cette circulation des œuvres, c'est donc, je reviens encore, vous avez eu cette exposition, donc vous avez ce regard et vous avez cette antériorité d'essai et de bon fonctionnement. Comment vous l'abordez et est-ce que c'est à vos yeux la solution? Et puis, il y a ce côté aussi, est-ce qu'on est dans un regard, est-ce qu'il faut re-regarder l'histoire, la relire avec la colonisation, avec le côté pas tout noir, pas tout blanc du roi, notamment sur le Bénin, enfin qui est le Nigeria d'aujourd'hui, mais du royaume, voilà, mais qui était, ouais, tout à fait. Et donc comment est-ce que vous abordez tout ça? Sur la circulation des œuvres, j'ai entendu Franck Riester pendant le colloque ou le forum qu'a organisé l'État français au mois de juillet autour des questions de restitution, proposer cette idée de génie, la circulation des œuvres. C'est fantastique parce que la circulation des œuvres, rien ne s'y oppose en fait depuis 120 ans. Techniquement, les œuvres peuvent tout à fait circuler. Sauf que ça n'a pas lieu. Mais si, puisque Samuel a reçu une fois un objet du Quai Branly et moi pareil. Donc déjà, ça fait 2 exemples dans 120 ans. Donc on est la preuve vivante. 2 fois un objet. Bon, oui, alors. Voilà, et ça s'est très bien passé. On est très contents. Donc voilà, donc, je pense que la France a participé activement à la circulation des œuvres et que cette idée bouleversante du ministre de la Culture va pouvoir créer. Peut-être que la demande ne venait pas non plus de l'Afrique, puisque je ne pense pas que les musées aient refusé s'il y a des structures qui accueillent. Je ne vois pas les musées français, alors qu'il y a des structures capables d'accueillir dans un pays, qui refusent des prêts, qui refusent des organisations. Les musées français travaillent avec l'Asie, ils travaillent avec les États-Unis, ils travaillent avec l'Amérique du Nord, avec la Russie. Avec l'Afrique. Mais peu avec l'Afrique, peut-être parce qu'il n'y a pas de demande et pas de structure, alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a
cette demande, par exemple? Est-ce qu'il y a cette demande officielle du Je Mali? pense Est-ce qu'on qu'il peut faut, le dire? il faut pas, il faut Ouais. pas simplifier. Moi, j'ai travaillé donc à présenter l'exposition Vallée du Niger il y a déjà assez longtemps, c'est 1991, 1994. On a travaillé donc avec le Musée des Arts africains océaniens à l'époque pour faire une exposition qui a circulé donc en France, aux Pays-Bas et en Afrique. Je me souviens que lorsqu'effectivement j'avais proposé que cette exposition circule en Afrique, alors là, ça a été un tollé. Ça a été un tollé. Alors, on n'envoyait pas les œuvres en Afrique parce qu'effectivement, ils vont le voler. Alors, l'exposition a circulé finalement parce qu'effectivement, il a fallu qu'on résiste à cette argumentation. L'exposition a finalement circulé et je dois vous dire que c'est à Paris qu'il y a une œuvre qui a disparu. L'exposition a fait l'exposition a fait les 6 étapes. 6 étapes en Afrique, il n'y a pas eu une seule dégradation. Mais je voulais dire que, oui, non, mais il y a quand même un état d'esprit sur lequel il faut évoluer. Je pense que le débat aujourd'hui a cet avantage. Il contribue à faire évoluer les mentalités. Et moi, je vous dis, moi qui suis dans les musées depuis assez longtemps, je sens parfaitement que les choses sont en train d'évoluer. Et que comme les choses sont en train d'évoluer, moi, je ne désespère pas que ce qui est compliqué aujourd'hui dans le débat de la restitution puisse effectivement aboutir un jour à ce que ces restitutions se fassent. Et moi, je vous garantis que dans les 5-10 ans qui viennent, l'état d'esprit est en train d'évoluer et que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend, et je pense que, y compris dans les musées français, y compris les hommes politiques, et Macron est le premier exemple, y compris en Afrique, contrairement à ce que vous dites, tout le monde est en train de se rendre compte qu'il y a quand même une légitimité à ce que certaines œuvres reviennent en Afrique. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'effectivement qu'il y a des difficultés, mais je dis que la question n'est pas de s'opposer à la restitution comme principe, la question c'est effectivement de garder une ouverture d'esprit qui permette effectivement qu'il y ait un développement qui se fasse sur cette situation. Alors, faire bouger les esprits, là, vous avez des choses à dire et vous êtes aussi notre regard un peu extérieur à la France, puisque comment les choses se passent en Belgique? Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi un regard qui évolue? Parce que c'était un des buts, évidemment, d'Emmanuel Macron lorsqu'il a ouvert ce débat, tout comme la saison Africa 2020 qui va avoir lieu l'année prochaine, c'est aussi changer le regard sur l'Afrique, sur les Afriques. Est-ce que vous sentez, vous, à travers ce débat sur l'art, quelque chose qui frémit dans ce sens? Tout d'abord, je vais quand même rajouter quelque chose. Il faut quand même qu'on s'avoue quelque chose. L'Afrique a eu quand même un traitement à part. Hein. Il faut quand même le souligner. Et elle a quand même été vraiment vidée de son patrimoine. Et alors, d'autres diront par la faute des rois esclavagistes, par la faute des Africains eux-mêmes, par la faute des coloniaux, par la faute de ceci, de cela. Il y a une réalité. Elle est vraiment dépossédée à toute grande majorité, alors 85, 95, dans certains territoires, à mon avis, à mon sens, à 100% de son patrimoine. Elle est dépossédée. C'est une réalité aujourd'hui que l'Afrique se rencontre. Moi, j'ai grandi à Kinshasa, de mon père belge, ma mère zaïroise. Je suis né de passionnés de l'art. Et je me souviens en tout cas de quand j'ai commencé ce métier, de mes compères de classe, et ils me disaient, tiens, mais pourquoi tu ne viens pas en Afrique chercher des objets? Et quand je leur répétais qu'il n'y avait plus rien en Afrique et que mon commerce se faisait dans les collections occidentales, ils ne le comprenaient pas. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils l'ont compris. Et il y a quand même à un moment donné un éveil. Ils se disent, mais enfin, mais on n'a vraiment plus rien chez nous? Je dis, il n'y a plus rien. C'est une certitude. Il n'y a plus rien. Encore une fois, je ne englobe pas toute l'Afrique. Moi, je parle en tant que marchand de là. Aucun marchand aujourd'hui ne va se fournir en Afrique. Aucun. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est une certitude. Donc, à un moment donné, on est face à ce dilemme et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste, on se dispute ce qui a fait, pourquoi, ou on prend à un moment donné des initiatives pour qu'à un moment donné, l'Afrique aujourd'hui, puisqu'elle a besoin de on est tous dans ce débat d'identité à chaque fois, mais pour son identité, il faut savoir d'où on vient. Vous savez, la représentation stylistique, artistique des œuvres, c'est un peu l'écriture dans certains pays. C'est le témoignage de son passé et le témoignage de d'où on vient. Et si on veut avancer, il faut savoir d'où on vient. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réalité qu'il faut juste prendre conscience et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? À côté de ça, je vais quand même aussi préciser que c'est quand même très incroyable que ce débat aujourd'hui devient tellement houleux, mais en fait, il n'est pas d'aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Sidibé. Et je vais encore vous rajouter autre chose. On a été bien plus loin que ça. Les restitutions ont déjà même eu lieu.
Le Congo a restitué 115 pièces en 1981 au musée de Kinshasa à l'époque. Belgique a restitué. La Belgique, pardon. Elles sont où ces pièces aujourd'hui? Je vais vous répondre tout de suite parce que ça, c'est la question que je me doutais sur laquelle vous allez sauter dessus. C'est pas moi qui ai donné l'exemple. Non, mais je savais. La preuve que nous avons les bons interlocuteurs. C'est pas moi qui ai donné l'exemple Non, de ces 180. Non, c'est un bel exemple parce que moi, j'ai bien conscience de ça. Il y a eu des polémiques, le rapport Sarr en parle, 114 pièces qui devaient être restituées sur 1900. 114 ont été restituées. Il y a eu 4 guerres civiles au Congo. 4 guerres civiles. Des objets, effectivement, ont disparu des musées, comme des objets disparaissent des musées en Occident. J'ai restitué un objet au musée du Quai Branly qui a été volé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique, aujourd'hui, sort d'un programme. Aujourd'hui, l'Afrique sort de difficultés. L'Afrique de 1981, aujourd'hui, n'est plus la même. Et aujourd'hui, on se base, effectivement, on dit, oh, vous savez, on leur a rendu, mais ça a été volé ou pillé. Ce n'est pas une excuse. Des objets sont volés dans tous les musées du monde, et c'est arrivé en Afrique. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, on peut leur interdire du fait, on vous a restitué un jour, vous rendra plus. Sur ces 114 pièces, je vais vous dire, plus d'une centaine sont encore là. 14 pièces ont disparu, mais une centaine sont encore là. Il y a un nouveau musée aujourd'hui à Kinshasa qui est ouvert. Ces pièces sont visibles aujourd'hui. Je vous invite à y aller. Elles sont visibles. Donc, ça, c'est un faux débat. À côté de ça, vous parlez du marché belge. Évidemment, on est aujourd'hui un petit peu sur la suite de ce qui se passe en France. Et il y a eu, vous savez, vous parlez de montants que le Bénin n'a pas pu acheter pour ces objets qui sont passés en vente publique. Il y avait pas plus tard qu'hier un manuscrit qui est passé en vente publique. Ce manuscrit, au fait, raconte toute l'histoire un peu dans le semblable au général Dodds, mais d'un général belge qui a acquis un des masques les plus célèbres du musée de Tervuren, le grand masque Luba Akorn, qui est, je dirais, l'équivalent de la Mona Lisa de l'art du Congo. Ce manuscrit raconte la manière dont la pièce a été dérobée dans le village Baluba. Cet manuscrit a été proposé au musée de Tervuren il y a quelques années, qui n'a dit ne pas avoir les moyens de l'acheter. 4 000 euros. On est loin des 30 000 euros. 4 000 euros que le musée n'a pas pu débourser pour acheter un manuscrit d'une valeur inestimable. Donc les moyens ne manquent pas seulement aux musées africains, mais ils manquent aussi aux musées occidentaux. Donc c'est toujours bien de le rappeler aussi, parce que c'est très facile évidemment de lancer la pierre sur les musées africains, mais les musées occidentaux en fait sont face au même problème. Et ce manuscrit au fait raconte l'obtention de ce masque, enfin l'acquisition de ce masque est une acquisition évidemment qui rappelle un petit peu les drames de la colonisation. Ce manuscrit a été retiré de l'avant-hier et a été finalement acheté par mon biais pour une fondation africaine. Vous voyez que les fondations africaines et les mouvements africains font des choses. Je peux vous répondre sur ce sujet précis. Oui, donc font des choses. Donc tout ça pour dire, moi aujourd'hui, je ne suis pas un pro-restitution, je ne suis pas un anti-restitution. C'est un sujet évidemment que je traite depuis très longtemps, puisque mes voyages en Afrique me permettent de me rendre compte de l'évolution des mentalités et de l'état d'esprit en Afrique. Aujourd'hui, je suis évidemment, alors peu importe de la manière que ça sera, restitution, prêt, quoi que ce soit, on a soif. Vous savez, moi, ça fait 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui j'ai 42 ans, où on me dit, tiens, vous verrez l'Afrique demain, ce que ça sera, vous êtes l'Afrique de demain, vous êtes ce demain. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vivre cela, j'ai envie de pouvoir aller à Cotonou, voir un musée qui ouvre, y voir les œuvres, et finalement, peu importe de la manière d'où ça se fera, mais il faut que l'Afrique, maintenant, aujourd'hui, ait accès à son patrimoine. Voilà. Alors, je peux répondre pour cette page pour ce manuscrit. Juste après avoir rappelé que... Réponse de Monsieur Rickler. Oui. Et après, on vous passe la parole parce que vous voyez qu'ils ont beaucoup de questions à se poser les uns les autres. Mais ce manuscrit pour lequel le musée de Tervuren est accusé de pas vouloir pour cacher cette histoire, etc., parce que c'est pas bien, etc. Il faut savoir que le musée de Tervuren, premièrement, a une copie complète de ce manuscrit qu'il met à disposition de tout le monde. Deuxièmement, il faut savoir que le musée de Tervuren, en 2011, a édité un livre, a publié un livre qui raconte toute cette histoire-là. Et troisièmement, que la page en question, c'est une page où on raconte l'histoire de ce pillage, de ce masque, eh bien, elle a été publiée en 1913 dans les mémoires d'un... Donc, je veux dire, il y a tous les moyens de connaître cette histoire, elle n'est pas cachée par la Belgique, elle n'est pas cachée par le musée de Tervuren, elle est parfaitement connue. Donc, c'est simplement de se poser la question que doit se poser un musée, est-ce qu'on doit acquérir une œuvre dont on n'a pas forcément besoin, c'est pas une œuvre, c'est un manuscrit, ce sont des archives, dont on a tous les éléments sous la main. Pas forcément, mais c'est très généreux de votre part. Merci pour le musée de Tervuren. Et puis je termine là-dessus parce que c'est quand même un détail très important. Alors, ils n'ont pas exactement copié sur le manuscrit, ils ont copié sur des vers du manuscrit. Et en fait, le problème,
peu importe. Ce qui est sûr, c'est que 1913, vous dites ces événements, c'est pas n'importe qui peut avoir accès aux bibliothèques du musée de Tervuren. Ces documents, ils sont dans les archives protégés et personne n'y avait accès. Et aujourd'hui, je vois aujourd'hui le problème de la communauté panafricaniste réclame que la vérité soit faite sur certaines de ses œuvres. Et sur le masque Luba, il n'y a jamais été, jamais. Ce masque a été publié plus d'une soixantaine de fois. J'ai encore retrouvé la provenancière. Il n'a jamais été état de la provenance de cet objet et de l'acquisition de cet objet. Tervuren l'a publié en 2011. Merci. Enfin, voilà. On redonne la parole, merci de ces précisions. On redonne la parole à Madame Zinsou autour de la colonisation, puisque c'est bien ce qui est en fond de ce débat autour de la restitution et qui était dans le rapport Sarr-Savoie. Avant de vous donner la parole, préparez vos questions. Il y a une chose dont on parle beaucoup avec les jeunes gens qui viennent au musée. Il faut savoir qu'à la Fondation, on a un espace d'exposition, un musée, et on reçoit énormément de gens très jeunes. C'est une des particularités de notre pays, c'est que l'âge médian est à 17 ans. Donc forcément, on a un public qui est beaucoup plus jeune que dans les musées ailleurs dans le monde. Et on a un public qui est très impliqué, qui nous questionne beaucoup sur les réseaux sociaux, qui nous parle beaucoup, qui laisse des messages dans le livre d'or. Les messages du livre d'or sont laissés avec email, téléphone, Instagram, tout ça, pour qu'on puisse répondre aux différents questionnements. Donc c'est vraiment des questions qui sont en débat et tout ça. Aujourd'hui, moi je suis héritière de deux traditions, la tradition française et la tradition béninoise. Et à partir de là, mon regard sur la colonisation est double forcément, puisque je suis des deux côtés. Une chose que je ne peux pas admettre et que je ne peux pas entendre, c'est la façon dont la France a sauvé le patrimoine africain. Que faisait la France dans ces pays? Qu'est-ce qu'elle avait besoin de venir sauver notre patrimoine? Ce n'est pas possible à entendre. C'est-à-dire que, au Quai Branly aujourd'hui, vous avez des œuvres du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont été pillées pendant les guerres coloniales. Ce qui suggère une chose, c'est que entre le XVIIe et le XIXe siècle, à la fin du XIXe, quand les guerres coloniales ont eu lieu, nous étions capables, au Dahomey du moins, de conserver notre patrimoine. Ce qui est un vrai sujet. Et quand la France vient attaquer les pays chez eux, vient attaquer leurs palais royaux, à ce moment-là, les pays se défendent et voilà. Mais on ne peut pas dire que la France est venue sauver le patrimoine africain. C'est faux. La France est venue, l'Afrique a sauvé le patrimoine. Alors, juste pour répondre, au Dahomey, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays, au Dahomey, les 26 pièces, elles datent du milieu du 19e siècle et il n'y a pas de pièces plus anciennes au Dahomey que le 19e siècle. Donc, dans d'autres pays d'Afrique, il y a des pièces plus anciennes, c'est exact, des pièces en bronze notamment. Mais le Dahomey, les pièces dont vous parlez, elles datent pas du 17e ou du 18e siècle, donc on ne peut pas mélanger tout. Alors, en l'occurrence, dans les collections dahoméennes, il y a des pièces qui datent du 18e siècle. Donc voilà. Alors dans les 26, dont on n'a pas la liste, puisque le président Macron a dit que le Bénin récupérerait 26 objets, mais n'a pas cité ces objets. Le ministère de la Culture n'a pas donné de liste officielle. Donc pour l'instant, sur les objets concernés directement, comme c'est une liste qui n'existe pas, voilà. Mais dans les 5000 objets, en l'occurrence, il y a des objets du XVIIIe siècle et qui ont été trouvés. Il y en a aussi sur le marché de l'art qui ont été ramenés en 1892. Donc ça, c'est assez facile à prouver. Vous verrez, c'est dans les catalogues du Quai Branly et sur leur site, c'est très simple à trouver. Et je suis désolée, mais on ne peut pas revoir constamment l'histoire. Il faut à un moment admettre les choses. On n'est pas dans une histoire. Moi, ce que je voulais dire par rapport à mon jeune public avec qui je communique, c'est qu'on n'a pas envie de porter sur nos épaules l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, on regarde vers le futur. Mais par contre, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Savoir d'où l'on vient, c'est être capable de voir notre histoire. On n'est pas obligé de la rejouer en permanence. On n'est pas dans la question du crime, de la repentance, de tout ça. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est pas de condamner ce qui s'est passé avec nos arrière-grands-parents. Vous avez parlé du Dahomey, enfin du Bénin, en disant que le Bénin est le nouveau nom du Dahomey, ce qui n'est pas que vrai, puisque le royaume du Dahomey est un petit royaume à l'intérieur. C'est aussi le problème de la restitution, à qui on rend. Alors, en l'occurrence, c'est pas un problème très compliqué puisque l'Europe a eu la gentillesse de dessiner nos frontières en 1885 et les pillages ont été faits sur ces frontières-là. Pas plus que vous êtes responsable des esclavagistes, je suis responsable de ça. Mesdames, messieurs, ce que prouvent vos interventions, décalons-nous un petit peu. Regardons par exemple la France, l'Allemagne. On a réussi à faire un manuel d'histoire avec deux regards différents. Peut-être que le jour où on arrivera à écrire une histoire de l'Afrique ou de la France et du Bénin, où chacun tiendra la plume des deux côtés, on arrivera à reposer les sujets de façon un petit peu différente. Ce qui serait intéressant, me semble-t-il, c'est d'avoir vos questions, parce que là, vous voyez bien qu'on est parti pour jusqu'à ce soir. On peut totalement et même faire la nuit blanche avec. Donc, n'hésitez pas, il y a 2 micros qui circulent dans la salle et
Nos invités sont tout à fait prêts à répondre à vos questions. Alors, mesdames, messieurs, voilà, madame. Alors, des questions plus que de longs discours et des remarques, parce que je pense qu'il y a autant d'approches du sujet qu'il y a de personnes dans la salle. Donc, on va... Vous voulez nos micros? Ah, Monsieur Rickner a rendu son micro. Mon Dieu. Je peux parler fort, c'est pas un problème. Donc, bonjour, Olivier Château. Voilà, en fait, je trouve que c'est vrai que c'est dommage de revenir toujours à la même histoire. Ce que je trouvais intéressant, justement, avec la Fondation Zinsou, pour l'avoir visité, c'est que c'est innovant et ça amène autre chose, mais que ça soit en France, que ce soit en Chine ou que ça soit aux États-Unis, c'est comment effectivement on repense l'accès à l'art et à son histoire et se rendre compte que finalement dans un petit territoire, on peut innover et permettre à d'autres endroits de penser différemment. En fait, c'est plus ça, c'est plus la question de se dire comment on va pouvoir montrer, comment on va pouvoir donner accès en fait à cette histoire et la montrer de façon différente, permettre au jeune public de venir la découvrir sans venir effectivement avec son sac à dos de souffrance. Et effectivement, mes ancêtres ont marché et ils ont... voilà. Et puis, par exemple, à la Fondation Zinsou aussi, c'est les résidences d'artistes, des résidences d'artistes français qui viennent et qui vont découvrir un territoire et qui vont montrer un autre regard. Donc voilà, moi je trouve que c'est innovant. Donc c'était plus pour dire, il se passe des choses et le dilemme ou le débat des années 60, 70, on est en 2019, on va passer en 2020 et en 2020, bah, effectivement, on pense différemment. Voilà. Merci, on va prendre 3 questions si vous voulez avant d'y répondre. Donc côté innovation. Nous vous écoutons. Moi, ma question, elle va être aujourd'hui, en quoi la restitution n'est pas possible? Qu'est-ce qui bloque? À un instant, il nous parlait qu'on avait trop d'humidité, qu'on n'avait pas de musée, qu'on n'avait pas des gens qui pouvaient présenter ces œuvres. Donc aujourd'hui, dans leur cahier des charges, pour refuser la restitution, qu'est-ce qu'ils mettent exactement? Oui. Alors, on va peut-être commencer par la dernière question. Vous voulez répondre? Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas de demande. Comment? Non, l'État béninois a demandé, mais en fait, depuis 2017, quand le président Macron a dit l'Afrique va pouvoir avoir accès à son patrimoine, ben depuis, il n'y a pas eu de demande. Il n'y a pas eu de demande officielle d'autres pays. Aujourd'hui, il n'y a que la demande du Bénin qui précède ça, mais il n'y a pas d'autres demandes. Le Sénégal ne demande pas, la Côte d'Ivoire ne demande pas, le Mali ne demande pas, le Gabon ne demande pas, le Congo... Après, je ne vous fais pas les 54, mais enfin, en gros, ça, c'est un premier problème. Non, il faut une demande de l'État. Il faut que l'État écrive une demande. Nous, c'est le ministère des Affaires étrangères qui écrit en disant, voilà, c'est une... Pardon, je ne vais pas... Oui, l'État, c'est nous, mais le problème, c'est que vous et moi, on ne peut pas demander. On ne peut pas demander, c'est nos États qui demandent, c'est les gens pour qui on a voté, c'est nos représentants qui demandent. C'est le président de la République et le ministère des Affaires étrangères, c'est la République du Bénin qui demande à la République de la France. C'est pas vous et moi qui nous réveillons un matin et on ne fait pas une pétition, et même si on est 2 millions sur la pétition, la France ne l'écoute pas. C'est des questions de... Voilà, le patrimoine appartient à l'État français, le patrimoine appartient à l'État béninois, et c'est ces 2 États qui vont discuter. C'est pas des bonnes volontés ensemble citoyennes dans un mouvement positif et motivé. Ça marche pas. Et du coup, aujourd'hui, on a un vrai souci qui est qu'il n'y a pas de demande. Et dans le cas du Bénin plus spécifiquement, les choses avancent, on l'a dit tout à l'heure, sur un temps juridique qui est long et avec des procédures qui se mettent en place. Maintenant, le comité de restitution du Bénin a demandé à ce que les œuvres arrivent tout de suite, et l'agence qui a été créée par le gouvernement du Bénin pour gérer les questions des restitutions a demandé que la France attende 2 ans et que les œuvres ne soient pas envoyées avant 2021, le temps de construire un musée moderne qui pourra les accueillir. Donc après toutes ces démarches pour dire c'est urgent que vous nous rendiez notre patrimoine, on vient de dire c'est urgent, mais pas trop quand même, il faut attendre un tout petit peu. Donc là, on est un peu coincé avec nos autorités qui ont décidé de repousser un peu plus tard la question des restitutions. C'est intéressant que Mme Zinsou reconnaisse qu'il n'y a pas de demande. Qu'il n'y a pas de demande. Non, mais qu'il n'y a pas de demande de ça. Quant au Bénin, il faut savoir comment les demandes du Bénin sont arrivées, mais vraiment à reculons. On le voit d'ailleurs, on ne dit pas tout de suite, pas ça, parce que ce sont des franco-béninois, c'est le cas,
Monsieur Tin, Monsieur Madame Zinsou, il y a eu un vrai lobby, mais c'est pas scandaleux. Ce sont des demandes qui sont venues de France pour que le Bénin demande. Et le Bénin demande un petit peu mollement. Maintenant, qu'est-ce qui empêche? Ça va être extrêmement bref. Ce n'est pas effectivement le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'endroits où que ce soit conservé, ça pose problème. Mais le problème, pour moi et pour beaucoup, il n'est pas là. C'est une question de légitimité des demandes. Encore une fois, il peut y avoir des expositions, etc. La restitution, c'est-à-dire rendre à quelque chose qui ne nous appartiendrait pas, ça n'est pas le cas. C'est tout. C'est une question de droit. Oui, entre autres, de légitimité. Pardon. Je voudrais juste un détail, c'est que c'est évidemment pas des lobbies constitués de Monsieur Tin et moi, qui ne sommes pas un lobby très puissant, je dois bien l'admettre. C'est pas exactement un lobby absurde qui a demandé la restitution, c'est le président de la République du Bénin qui a demandé la restitution avec son gouvernement. C'est juste pour resituer le cadre de façon un peu précise. Alors, on répond aux questions de Monsieur en haut sur, propriété et responsabilité. Monsieur Sidibé. J'ai pas très bien compris la nuance qu'il faisait entre les deux. Évidemment, la notion de propriété, elle renvoie à la notion donc de collections qui sont conservées dans un espace public et appartenant donc à un musée et à l'État. C'est ça la notion de propriété, et techniquement, elle se traduit par un inventaire qui n'est pas simplement un inventaire technique, mais qui est aussi effectivement donc une comptabilité. Moi, quand je dis notion de responsabilité, c'est lorsque effectivement vous êtes gestionnaire d'une collection, vous êtes responsable de cette collection. Vous êtes responsable de la santé de cette collection, vous êtes responsable de la durabilité de cette collection. Donc, je pense que cette notion de responsabilité ne renvoie pas à l'idée que cette collection vous appartient définitivement et que vous ne pouvez pas la partager. Je ne sais pas si j'ai compris votre question, mais pour moi, la notion de responsabilité, de propriété et de responsabilité n'exclut pas la notion de partage, hein, et qu'aujourd'hui, la question qui fait qu'effectivement, elle complique la question de la restitution ou du retour définitif des collections, c'est effectivement la notion donc de l'inaliénabilité des collections françaises. Moi, j'espère effectivement que Macron, en posant le débat sur la question de la restitution, engagera donc une réflexion sur donc les principes qui rendent possible, les principes juridiques qui rendent possible effectivement cette demande. Comme Marie-Cécile nous dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait la demande, parce que les pays savent très bien qu'effectivement qu'on est dans une annonce, mais qu'au fond, il n'y a rien qui, dans le processus, est mis en place en France pour que ces restitutions aboutissent. Moi, j'ai un peu peur qu'effectivement, on se retrouve avec le cas du Bénin dans une sorte de restitution symbolique, etc., et qu'au fond, puisqu'il n'y a pas de procédure, puisqu'il n'y a pas de principe, puisqu'il n'y a pas de démarche légale qui a été posée, qu'on se retrouve effectivement avec le cas du Bénin dans un truc symbolique, et qu'après tout, tous les autres États vont faire les demandes. On va se dire, bon, écoutez, bon, alors attendez, on va étudier. Alors, que la France aujourd'hui élabore des principes, une législation qui permettent effectivement aux États et des procédures qui sont suffisamment claires pour que les États puissent faire effectivement les revendications. Et vous verrez, lorsque les États auront une visibilité sur effectivement ce qu'il faut faire pour demander, vous verrez bien effectivement s'il y aura d'autres demandes. Monsieur Claes, vous voulez ajouter quelque chose? Je rejoins Monsieur Sidibé. Tout d'abord, il y a eu quand même d'autres demandes. La Côte d'Ivoire a réclamé quelques objets. Le Sénégal a réclamé quelques pièces aussi. Mais je pense que pour la plupart des pays africains, ils sont assez lassés. Parce qu'en fait, des demandes de pays africains, ça existe depuis, juste après les indépendances. Et elles ont toujours eu une fin de non-retour. Et je pense qu'aussi, ils sont un peu pris de court. Parce que les pays africains ne s'attendaient certainement pas à cette déclaration de Ouagadougou, ne s'attendaient certainement pas au rapport qui a été demandé par le président de la République. Et je pense finalement que moi, je salue plutôt cette sagesse de la part des gouvernements africains, qui, bon, pour certains, enfin moi j'estime que c'est de la sagesse, pour certains peut-être c'est un déni, mais pour la plupart qui ont de la sagesse, c'est d'abord d'imaginer les structures, parce que réclamer des œuvres comme ça sans savoir où les mettre, sans savoir quoi en faire, ça serait donner raison justement aux anti-restitutions. Et je pense que le temps va tout doucement passer et que les pays africains vont prendre les initiatives. Mais je conseille, moi, plutôt les initiatives ciblées.
Je ne conseille pas le fait de venir réclamer des restitutions de milliers de pièces ou des restitutions globales, mais plutôt des restitutions ciblées, à l'instar comme l'Égypte, comme la Grèce, réclamer des objets qui sont des pièces importantes, comme le Bénin l'a fait, et cibler les restitutions. Et que, en tout cas, aujourd'hui, moi, j'estime que le débat au moins a apporté une chose, c'est que les fins de non-retour ne seront plus. Donc, la réponse qu'on a eue par rapport au Bénin il y a 3 ans, aujourd'hui, les gouvernements occidentaux ne vont plus se permettre. Ils vont prendre en considération les réclamations des pays et les étudier et apporter en tout cas une réponse. Il y avait une autre question du monsieur en haut autour des collections privées. Aujourd'hui, elles sont exclues et en même temps, ce débat a un impact sur le marché de l'art. Pourquoi sont-elles exclues? Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exclu du tout. Je pense que tout d'abord, on doit juridiquement essayer de... c'est juridiquement discutable. Alors, M. Sidibé l'a rappelé, les collections publiques, il y a des inventaires, il y a des historiques, il y a évidemment la plupart des objets qui sont dans les musées aujourd'hui sont enregistrés, on sait comment ils ont été collectés, il y a une traçabilité qui est beaucoup plus évidente que dans le domaine privé. Oui, mais il a été précisé tout de même qu'elle ne serait pas concernée. Oui, parce que c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Mais je suis certain que sur certaines pièces, je donne un exemple concret, si dans les objets du pillage du général Dodds se retrouvaient des objets qui sont inventariés, collectés par le général Dodds, se retrouvent dans une collection privée, je suis certain que des réclamations pourraient être faites. Il y en a un, excusez-moi, Madame Zinsou, mais je crois que dans la collection de votre père, il y a un trône du roi Béanzin. Où se trouve-t-il aujourd'hui, ce trône? Est-ce qu'il est physiquement? Alors, ce trône a été mis en vente par Sotheby's en 2004 et à ce moment-là, mon père me l'a signalé et je l'ai donc signalé immédiatement au ministre de la Communication du Bénin en lui disant que le trône du roi Béanzin, à l'époque je pensais que c'était le trône unique, je n'avais pas compris qu'il y avait plusieurs trônes, mais je lui ai signalé que le trône du roi Béanzin était en vente. Chose qui n'intéressait pas, du coup j'ai contacté son collègue à la justice qui n'était pas intéressé non plus. Alors j'ai fait une grande partie des ministres qui n'étaient pas très intéressés par ce trône. Et du coup mon père nous a consulté, mes sœurs et moi, en disant voilà, il y a 2 possibilités. Je peux vous acheter un appartement que vous aurez plus tard dans l'héritage, ou on peut se cotiser et acheter un trône dont pour l'instant on ne sait pas trop quoi bien faire. Mais le risque, c'est qu'il soit acheté par un musée. Et du coup, en l'occurrence, c'était un musée allemand qui était positionné face à nous sur cette vente. Il est possible qu'il rentre dans des collections nationales et qu'après, on ne puisse plus jamais le rendre au Bénin. Pourquoi ne le rendez-vous pas maintenant? Puisque vous vouliez qu'il y ait des restitutions, pourquoi ne le rendez-vous pas maintenant? Puisque vous voulez que l'État français, la France rentre tout de suite. Mais alors, en fait, le truc, c'est que ce trône, il est revenu en main béninoise et qu'en l'occurrence, il est montré très régulièrement. Alors après, donc il est en attente. Ah ben le trône, il circule en fonction. On l'a présenté à l'UNESCO à Paris, puisque l'UNESCO avait célébré le Bénin. Donc, on a prêté le trône à l'UNESCO au Bénin. On l'a montré au Bénin. Il a été vu dans différentes expositions. Nous sommes une fondation d'art contemporain, donc nous n'avons pas vocation à... Alors, mais l'occurrence, il est en main béninoise il et il est à disposition. Alors, on reprend une série de 2 ou 3 questions. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, j'ai le micro. Allez-y, je vous en prie. Alors, peut-être que déjà la réponse a déjà été dite, mais c'est une question que je me posais durant le débat. Je voulais savoir si, en fait, il y avait déjà un cadre juridique mis en place, créé et mis en place pour la restitution. Est-ce qu'il y aurait encore aujourd'hui ce problème de la restitution ou pas? Et ensuite, j'ai une autre question pour Monsieur Rickner. Vous avez avoué à demi-mot, je suis ici. Non. Nous avons les projecteurs dans les yeux, donc, mais nous vous apercevons. Vous avez avoué à demi-mot avoir peur que les œuvres payées retournent en Afrique, et je voudrais comprendre pourquoi. Alors, on prend une deuxième question, mais inaliénabilité et crainte, ce sera pour vous. Je vous pose aussi une question. J'ai un micro. C'est avoir le pouvoir qu'avoir le micro dans cette salle aujourd'hui. Et je me suis dit que ce matin, j'étais au bon endroit parce que de toute évidence, la question de la restitution des œuvres africaines pose dilemme. Et je m'interrogeais afin de savoir pourquoi, en ce qui concernait les œuvres détournées par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, on avait qualifié aussi facilement le fait de subtiliser ces œuvres de spoliation, alors qu'on a beaucoup de difficultés à utiliser le même vocable concernant les œuvres africaines. Et je me rangerai à l'avis formulé par M. Claes, qui parlait de restitution ciblée
Et je pensais en particulier au statut qui est réservé aux œuvres qui sont stockées, je devrais dire maltraitées, au musée du Caire. Alors, Monsieur Rickner. Est-ce qu'il y a des procédures d'aliénabilité? Oui, il en existe une qui est complexe, qui passe devant on passe devant un comité, on peut décider de rendre aliénable une œuvre. La commission n'est pas favorable en général à cela, donc il y a peu de raisons. Je pense que s'il faut donner ces œuvres au Bénin, il faudra, ou à l'Afrique, il faudra faire une loi. Pourquoi on a peur des objets pillés? Encore une fois, piller est quand même une chose, comme l'a dit d'ailleurs M. Kless, il y a une grande partie des objets qui ne sont pas des objets pillés, mais prenons les objets pillés. Des objets pillés, il y en a dans toutes les collections du monde entier. Je prends l'exemple souvent qui est très intéressant, il sera peut-être un peu long, donc je vais me faire gronder. Oh là là, oui. Oui, alors donc on laisse tomber. Mais parce que c'est légalement, de manière... On ouvre encore une fois, j'aime pas ce terme, mais c'est exactement ça. On va restituer des objets pillés, certains ont été pillés, et puis après ça sera, et comme le rapport SAR le dit, des objets collectés, des objets, enfin bref, collectionnés, etc. La deuxième question, c'est sur la différence profonde de nature entre les œuvres allemandes en France et la colonisation. Bien que le président Macron, et encore une fois, je ne suis pas là pour défendre la colonisation, hein, ne me faites pas ce procès, mais, et parler de crime contre l'humanité, je suis désolé, il n'y a pas les critères, et ça n'est pas reconnu comme un crime contre l'humanité. On peut en discuter, ça n'est pas un crime contre l'humanité. Je suis désolé. L'an prochain, on fera un débat sur le sujet. Vous pouvez dire cela, mais ce n'est pas le cas. Point. Et deuxièmement, les restitutions à des biens juifs spoliés, ce sont des objets qui ont été pris à des personnes identifiées, parfaitement identifiées, ce qui n'est pas le cas pour le Bénin, puisque justement, on va leur rendre les œuvres au Bénin, dont Mme Zinsou dit que ce n'est pas complètement l'ancien Dahomey. Elle a complètement raison. Donc voilà, ce sont deux choses de nature très différentes, pour lesquelles il y a des lois. Je crois encore à la loi. Et l'un, il y a une loi qui est claire, l'autre, il y a une loi qui est claire aussi. Merci, je me retrouve avec 2 micros, c'est formidable. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Sidibé? Je pense qu'il y a la personne qui a posé la question sur la propriété avait également évoqué la question si le débat sur la restitution avait donc un impact dans d'autres pays. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs pays qui s'intéressent. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, il y a un débat qui se fait là-dessus. Aux Pays-Bas, il y a aussi un débat qui se fait là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'il y a aujourd'hui de plus en plus une sensibilité à la question. Je le dis pour une raison bien simple. C'est-à-dire que même si vous prenez le pillage, il y a beaucoup de musées aujourd'hui qui sont remplis de collections pillées. Mais je veux dire que grâce au travail qui a été fait par les professionnels au cours des 15-20 dernières années, aujourd'hui, les musées n'osent plus acheter les œuvres pillées. Moi, je fais partie de la commission d'acquisition du musée de Quai Branly, mais le musée de Quai Branly, aujourd'hui, n'ose plus acheter les œuvres pillées. Et je pense qu'il y a une démarche qui s'installe, qui fait effectivement que les gens, y compris dans les grands musées en Europe, sont de plus en plus conscients de leur responsabilité vis-à-vis du patrimoine des autres. Et moi, je pense que cette question de la restitution rentre dans ce processus, effectivement, de sensibilisation et de travail auprès de nos professionnels, des professionnels européens, pour dire oui, l'Afrique a un patrimoine qui doit être aussi respecté. Pendant les années de la colonisation et jusqu'aux 15-20 dernières années, tout le monde pouvait aller en Afrique, voler, prendre, exactement. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les grandes institutions n'osent plus le faire. Et je pense que les grandes institutions, en sachant effectivement que le patrimoine africain doit être respecté, moi je pense aujourd'hui qu'ils sont, et beaucoup sont dans cette logique. Moi, je travaille beaucoup avec le musée des Pays-Bas et le directeur du musée des Pays-Bas m'a proposé donc de me donner les collections du Nigeria qui sont donc dans son musée pour être exposées au musée de Bamako pendant la durée que je souhaitais. Donc, je pense qu'il y a, ça, je dis que c'est une démarche de collaboration, une démarche de confiance entre les institutions qui peut permettre effectivement de faire évoluer la situation. Et je pense qu'il faut continuer sur ce terrain-là. Et je pense que ce terrain-là, moi, je suis persuadé qu'il va ouvrir la question de la restitution. Et je suis heureux que Macron ait posé la question. Maintenant, la balle est dans son camp pour qu'il fixe effectivement les conditions pour que cette restitution soit possible. Et en ce moment-là, s'il fixe les principes, je pense que les institutions peuvent travailler ensemble pour que les choses avancent. Alors, est-ce que c'est la même chose, puisque vous avez le regard côté galerie? Est-ce que ce souci de la source et ce souci de la provenance, est-ce que le public a glissé sur le privé? Est-ce qu'on a la même chose aujourd'hui? Le souci de la provenance, c'est la base.
C'est un métier aujourd'hui où la provenance d'une œuvre, la traçabilité de l'œuvre est primordiale. Personnellement, moi, je me suis toujours engagé, par exemple, à ne jamais travailler avec les objets d'archéologie. Bon, c'est peut-être un problème générationnel. Donc, ce sont des principes que je me suis donnés, puisque de facto, quasi toutes les pièces archéologiques sont sorties de manière illicite, quasi totalitaire. Donc ça, c'est un principe que je me suis donné, que beaucoup de mes confrères se sont donnés. Je vais vous avouer aussi que nous sommes en train de travailler sur une charte sur laquelle, effectivement, on devrait pouvoir s'entendre sur les traçabilités d'objets. Donc s'il y a des objets, on ira certainement plus loin que mes confrères d'antan, c'est que s'il y a des objets qui proviennent de prises de guerre, ou en tout cas que c'est des objets dont on pourrait suspecter un passé suspect, en tout cas, on essaiera de se défendre là-dessus et en tout cas de ne pas travailler avec ce genre de pièces. Cette charte, elle sera limitée à la Belgique ou elle sera beaucoup plus large? Bah, vous savez, nous, on est tout à fait international. La Belgique, la France, la majorité des marchands aujourd'hui se retrouvent entre Paris et Bruxelles. Donc, c'est quelque chose que moi, je vais proposer et j'espère qu'il sera accepté de la part de mes confrères. Maintenant, parce que je vois le temps, peut-être c'est la dernière fois que j'ai la parole. Et, comme ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a un micro, compte à rebours devant nous. J'ai le micro, je le garde, comme disait monsieur. C'est un problème plus profond. Hein. On a une histoire commune. Alors, nous, la Belgique, c'est le Congo. La France, c'est plusieurs pays colonisés. C'est une histoire commune. C'est « je t'aime, moi non plus ». À côté de ça, il y a un partage d'histoire avec une histoire qu'on doit reconnaître. Une histoire aujourd'hui qui est passée, comme l'a dit Marie-Cécile, nos arrière-grands-pères. Je ne suis ni fils de colon, ni fils de colonisateur, mais on a une histoire commune, une histoire qu'on partage et qu'on va continuer à partager. Et ce qui est souvent dérangeant, c'est que cette histoire, en fait, a été racontée par l'autre. Et j'aime dire que ce que tu dis, enfin, ce que tu racontes sur moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc aujourd'hui, l'histoire doit être réécrite par les deux. Autant par le colonisateur et colonisé, mais cette histoire est commune et elle est belle finalement. Donc on doit en garder ce qu'il y a de magnifique. À côté de ça, j'ai un peu de tristesse que ce patrimoine finalement devient prisonnier de tout ça. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, parce que moi, c'est pour l'amour de l'art, évidemment. Donc, mais il faut que peu importe de la manière dont ça se fera, restitution, partage, peu importe, mais il faut que l'Afrique ait accès à son patrimoine. À côté de ça, je vais vous raconter une petite histoire qui a lieu il n'y a pas plus de 48 heures par rapport justement à l'universalité des musées. J'ai un ami d'origine congolaise qui est né en Suisse, qui se rend avec ses confrères à Abu Dhabi. Et via le décalage horaire, il était 5 heures du matin quand il m'appelle. Il avait les larmes aux yeux et il m'appelle et me dit, écoute, c'est incroyable parce qu'il est Mukongo. Alors Mukongo, c'est une des grandes régions du royaume Congo, donc du Congo-Zaïre. Et il me dit que j'ai vu une pièce à moi ici qui provient de mon village, au Louvre d'Abu Dhabi. Et il était d'une fierté incroyable. Et il était avec ses copains suisses. On disait, mais est-ce que vous avez des choses à vous ici à Abu Dhabi? Et il disait, mais non, pas du tout. Il était tellement fier que sa civilisation soit représentée dans un des plus grands musées du monde aujourd'hui, côtoyant les plus grands artistes modernes du monde et les plus grands œuvres du 16e et du 15e. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on doit défendre, que l'université des œuvres doit évidemment évoluer et continuer. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'aucun Africain ne peut aller contre cette idée. Moi, je suis extrêmement contente pour ton ami, mais je voudrais juste rajouter une chose. L'universalité, c'est un principe fabuleux et fantastique. La seule chose, c'est il ne faut pas que ce soit réservé uniquement aux pays occidentaux. Il faut qu'en Afrique aussi, on ait accès à cette universalité. Et ça, c'est un principe essentiel. Et sinon, on n'arrivera pas à continuer nos histoires communes. Didier Rickner, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est qu'on n'a pas pu parler de ce avec quoi je suis d'accord avec les personnes qui sont ici, c'est-à-dire, M. Claes vient de dire que ce soit restitution, que ce soit partage. Moi, je suis pour le partage et que ce soit une circulation très large, exposition en permanence, on peut le faire, des coopérations, et on peut remplir des musées en Afrique avec des expositions, avec des œuvres qui reviennent. Et je ne vois pas en quoi ça serait choquant, et ça permettrait aux peuples d'Afrique qui le souhaitent, qui ont le droit de le faire, de voir des œuvres qui ont été produites sur leur territoire. Maintenant, j'aimerais aussi, effectivement, que les pays d'Afrique ne s'intéressent pas uniquement aux œuvres produites sur leur territoire, mais et qu'il puisse y avoir des expositions avec les pays européens sur des œuvres. Ce côté qui a un côté un peu nationaliste me gêne beaucoup, personnellement, comme il y a eu la discussion de l'Italie qui voulait Léonard de Vinci est italien, donc on n'a pas le droit de le faire en France, etc. Non, je pense que le jour où l'Afrique et les pays africains pourront
à la fois collectionner, parce qu'il y a des gens assez riches dans ces pays qui ne collectionnent pas beaucoup l'art de leur pays, en tout cas qui le gardent pour eux, et qui ne collectionnent pas l'art européen, etc. Moi, je ne comprends pas. L'université de l'art, ça existe. Donc, faire des expositions à la fois d'art africain, mais d'art européen en Afrique, c'est tout à fait possible. Et c'est évident que c'est possible. Et je ne crois pas que beaucoup de conservateurs en France seraient contre cela, et j'espère que non. En tout cas, moi, je ne suis pas. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est opposé aux restitutions, entre guillemets, je n'aime pas le terme restitution, qu'on s'oppose à la coopération très large et à montrer des œuvres en Afrique. Ce n'est pas du tout le cas. Merci. Bon, on était là pour parler de restitution. Je pense qu'on est... mon histoire personnelle montre effectivement que cette collaboration avec les institutions européennes est une réalité. Je pense qu'elle se fait en fonction des opportunités. Mais on était là pour parler de restitution, et moi je voudrais bien effectivement dire mon sentiment là-dessus, c'est que je pense que la restitution, devant la difficulté, devant la complexité de la question, on peut parfaitement imaginer que ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu immédiatement. Parce qu'il y a des aspects juridiques, il y a des aspects pratiques concernant la situation des musées en Afrique, concernant la question des professionnels en Afrique. Il y a effectivement une complexité de problèmes qui font qu'effectivement, il n'est pas totalement sensé aujourd'hui de dire qu'il faut rendre au Mali 6 000 pièces. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est ça qui intéresse le Mali. Je pense que ce qui intéresse le Mali, et je pose là la question en termes de restitution à terme, c'est effectivement des pièces essentielles, qui peuvent, et pas seulement par rapport à la période coloniale. Je pense aujourd'hui que la question principale pour moi, c'est comment l'Afrique peut, comme le Mali, si je reviens à ce cas, peut effectivement disposer d'une institution qui est capable de faire en sorte que son patrimoine soit visible, comment son histoire soit visible pour le public malien. Évidemment, les prêts sont une solution, mais les prêts, ça reste effectivement une part de frustration. Je vais juste peut-être raconter une anecdote. Lorsqu'effectivement, j'avais donc pris la collection de Chiwara du musée de Quai Branly et que j'avais présenté ça au musée de Bamako, évidemment, les gens m'ont dit, mais puisqu'elles sont là, pourquoi effectivement elles devraient retourner en France? Parce que si elles retournent en France au bout de 3 mois, ben, on n'aura plus la possibilité de le voir. Et plein de gens qui l'ont vu il y a 3 mois voudraient revoir cette pièce après. J'ai dit non, il ne faut pas garder ces pièces parce qu'effectivement, je suis dans une réflexion de collaboration qui permettent donc aux Africains de voir leur patrimoine. Et moi, je suis quelqu'un qui veut travailler sur le temps long. Le temps long, c'est quoi? C'est créer la confiance, créer la relation, améliorer les institutions, et ainsi, on peut effectivement recevoir des œuvres, parce que finalement, la plupart de ces musées occidentaux, elles ont des centaines de milliers de pièces qui ne sortent jamais. Hein. Les donner à l'Afrique ne poserait aucun problème. Alors, écoutez, n'ayons pas peur donc la question de la restitution. Mettons ça en perspective, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais moi, je persiste à croire que la restitution reste effectivement pour l'Afrique une opportunité extraordinaire pour que son patrimoine soit connu au public africain. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous tous d'avoir été présents ici. Je voudrais vous proposer, si vous voulez prolonger cette conversation, certains de nos invités vont pouvoir vous retrouver au bar qui est juste à l'entrée du lieu. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse nos 4 invités. Qui sont intervenus sur un sujet compliqué, avec la consigne de n'être pas trop technique, de ne pas trop se bagarrer. Et franchement, je crois que c'était réussi. Merci à vous 4. Merci à vous.